Le crime de Rouletabille, d'après Gaston Leroux. Adaptation, Stéphanie Reynaud et John Mack. Interprétation, Patrick Blandin, Patrick Martinez-Bourna, Philippe Collin, Stéphanie Reynaud, Frédéric Chevaux. Un programme Maurice Clément Fèvre. Or, je savais que la princesse Botossani était dame infirmière à l'hôpital de la Villa Hegel, hors de l'usine, à Essen même. Donc, on avait transporté, dans la crainte d'une issue redoutable, la pauvre Nicole dans cet hôpital. En était-elle réellement revenue ? Toute la question était là. Les Fritz avaient trop d'intérêt à lui substituer un sosie pour que la possibilité d'une pareille éventualité ne me heurtât l'esprit, surtout dans le moment que je venais d'être assailli par les doutes les plus aigus sur la véritable personnalité de la Nicole que j'avais devant moi. C'est alors que je me rapprochai de mon complice Vladimir, qui, lui, est en relation constante avec la princesse Botossani, et que je lui demandai pourquoi la princesse ne se trouvait point au déjeuner de fiançailles. Quand il m'eut appris que la princesse avait été invitée à ce déjeuner, je respirai, car il ressortait de cette information sûre que la Nicole que j'avais devant moi était la vraie Nicole. La princesse Botossani l'avait soignée. Jamais on n'aurait invité la princesse au déjeuner où elle devait se rencontrer avec la fille de M. Fulbert, si celle-ci n'avait pas été la même personne qui avait été soignée par elle. La princesse aurait reconnu tout de suite la supercherie, et elle en aurait fait part immédiatement à son faux pacha Vladimir, avec qui on lassait du dernier bien. C'était mettre beaucoup de monde dans la confidence. Et c'était ainsi, pour peu que l'on donnât des doutes sur la personnalité de Nicole aux invités de l'Essener Hof, aller à l'encontre des désirs de l'empereur qui avait tenu justement à ce qu'on leur montrât la fille de M. Fulbert en chair et en os et bien portante. Je concluais donc de tout cela que l'invitation de la princesse Botossani était un argument sérieux en faveur de la véritable personnalité de la Nicole à qui je venais de parler. Cependant, quand Vladimir eut ajouté que cette invitation avait été annulée par la nécessité où l'on mettait la princesse de ne point se rendre à cette invitation, tous mes doutes revinrent à nouveau, plus pressants que jamais. Je pus croire, et dans tous les cas, je pus craindre, que nous avions tous été joués. Et je résolus d'agir comme si nous étions acculés à une situation désespérée. C'est alors que je confiai en grand secret à Vladimir l'alternative dans laquelle, désormais, nous nous débattions. Il était libre, lui. Il pouvait agir. Et je lui dictai les gestes de son action. Il devait se rendre à l'hôpital de la Villa Hegel et s'assurer par lui-même de ce qu'il en était. C'était un mercredi que la malade avait été amenée à l'hôpital. Elle y avait été soignée par la princesse. C'était là de précieuses indications. Vladimir reçut l'ordre d'entrer coûte que coûte en communication avec la malade, et, si celle-ci se trouvait encore à l'hôpital, d'user des moyens dont il disposait, et de l'auto, et des papiers de la princesse Botossani, pour conduire la malade à la frontière hollandaise, et l'y mettre en sûreté, avant de revenir à bord du Wesel, où sa place était retenue à l'avance. Messieurs, Vladimir est à bord du Wesel. Il veille sur nous et sur notre entreprise, et on pourra le voir apparaître d'un moment à l'autre. Vous voyez que rien n'est encore perdu. C'est lui qui nous fixera. Tant qu'il n'aura pas parlé, nous n'avons à désespérer de rien. À ce moment, un nouveau personnage apparut dans la lueur rouge du falot. Rouletabille! Rouletabille! C'est toi, Vladimir ? Oui, c'est moi. Eh bien, as-tu trouvé la malade ? Oui. L'as-tu sauvée ? Oui. Elle est en sûreté en Hollande ? Oui. Alors, Nicole Fulbert est sauvée. Mais j'en sais rien, moi. Je ne sais pas si la malade est Nicole Fulbert. Qu'est-ce que tu dis ? Tu l'as vue ? Non, je ne l'ai pas vue. Elle n'a pas montré son visage. Et tu l'as sauvée ? Oui. J'ai sauvé à tout hasard la malade qui avait été amenée à l'hôpital le mercredi et qui avait été soignée par la princesse Botossani. Mais enfin, elle t'a bien dit comment elle s'appelait. Elle m'a dit qu'elle s'appelait Barbara Lix. Chapitre 22. Le dernier voyage du Wesel.
De la rumeur encore au fond de la cale, de la rage, tout ce remuement de sentiments forcenés qui enveloppe Rouletabille, et que celui-ci mate encore, un instant. Combien de minutes encore pourra-t-il retenir ces fous que la perspective de la mort de Nicole rend de plus en plus intraitable ? Mais le reporter est tellement attaché à la parole qui glisse de la bouche de Vladimir qu'il néglige tout le reste, qu'il ne s'occupe plus du reste, de toute cette fureur qui grouille derrière lui et qui lui mord les talons. « Parle, Vladimir, parle. Si elle ne t'a rien dit, c'est qu'elle ne pouvait rien te dire, peut-être. Il faut penser que, puisqu'ils étaient dans la nécessité de substituer à la Nicole malade une Nicole bien portante, ils avaient dû imposer à la Nicole malade une autre personnalité que celle de la vraie Nicole. Certes, comprenez et espérez encore. Cette autre personnalité avait dû lui être imposée sous peine de mort et sous peine de supplice des siens. Toujours le chantage à toutes les pages, à toutes les lignes de l'histoire du monde. Lui as-tu dit, Vladimir, que tu venais de la part de Rouletabille ? Je n'ai pas osé. Je n'étais pas sûr de la personne en face de qui je me trouvais. Elle se méfiait trop pour que je ne me méfiasse point moi aussi. Elle consentait à être conduite en Hollande, c'était déjà beaucoup. Rien n'est perdu. Rien n'est perdu. Mais c'est malheureux que tu n'aies pas pu la voir. Car enfin, tu avais vu l'autre Nicole au déjeuner des fiançailles. Et si la Nicole de l'hôpital lui avait ressemblé, c'est elle qui aurait été la vraie Nicole à coup sûr. Car on avait besoin d'une Nicole bien portante, et il n'avait aucune raison d'inventer une Nicole malade. L'affaire s'est passée de nuit, et dans les ténèbres de son dortoir, et dans la cour de l'hôpital, et je n'ai eu que le temps de jeter cette femme voilée dans l'auto de la princesse. Et puis j'ai sauté sur le siège, je conduisais moi-même. Enfin, elle ne voulait pas se faire voir, mais je crois que c'était elle, mais je n'en suis pas sûr. Puisque je ne la connaissais pas, je ne puis vous rapporter que ce qu'elle m'a dit. Et elle m'a dit qu'elle était Barbara Lix, la femme captive en Allemagne et accusée d'espionnage du fameux journaliste démocrate hollandais. Et voilà pourquoi elle consentait à fuir en Hollande avec moi. Mais en tant que Barbara Lix. Elle avait raison, puisque tu étais prêt à la faire fuir à n'importe quel prix, et qu'ainsi même si tu représentais pour elle un piège, elle bénéficierait de cette fuite au besoin, sans que, en cas d'accident, les Fritz puissent lui reprocher d'avoir dévoilé sa véritable personnalité. Rien n'est perdu, espérons. Je vous dis que nous avons le devoir d'espérer. Entendez-vous, vous autres ? Avez-vous bientôt fini de grogner comme ça ? De me manger comme ça avec vos yeux de feu ? Quand vous m'aurez dévoré, vous serez bien avancé. Vladimir, où as-tu conduit cette femme en Hollande ? Où nous attend-elle ? Car elle nous attend, dis. Tu lui as dit qu'elle devait nous attendre. Je n'eus que le temps de lui dire cela et de repartir. Elle nous attend à Arnhem, à l'hôtel des Provinces-Unies. Je lui ai dit de rester là jusqu'à demain matin. Je vous dis que tout est sauvé. Nous serons à Arnhem avant ce soir, bien avant ce soir. Et là, nous trouverons Nicole. Si nous ne l'y trouvons pas, tu es mort. C'est entendu. Mais d'abord, cher monsieur, calmons-nous et veillons. Et soyons prudents, circonspects et prêts à tout, car le principal, de toute évidence, est d'arriver à Arnhem. À ce moment, le bruit sourd et répété de détonations d'artillerie fit dresser l'oreille à Rouletabille, à Lacandeur et à Vladimir, et du coup, la rage du Polonais et le désespoir de Fulbert en furent comme suspendus. Qu'est-ce que c'est que cela ? Et d'abord, pourquoi n'avons-nous pas déjà appareillé ? À cette heure, nous devrions être déjà en route. Je vais voir. Le Slave glissa entre les caisses et disparut. Il resta absent 10 minutes, pendant lesquelles les coups de canon ne cessèrent point. Rouletabille avait peine à contenir son anxiété, les deux autres ne disaient rien. Enfin, Vladimir réapparut. Voilà, c'est bien simple. On s'est aperçu de votre évasion à l'usine, et on doit se douter que vous êtes à bord de quelques bâtiments, car le port est fermé et tous les départs sont suspendus. Oh, bonsoir, nous voilà encore fichus. Ça allait trop bien. Car Lacandeur, qui avait depuis longtemps fait le sacrifice de Nicole, trouvait que tout allait bien du moment que l'on était sur le point de toucher à une terre neutre. Nous partirons quand même, parce qu'il faut partir. Es-tu prêt, Vladimir ? Mon cher,
Je ne suis prêt que pour le déjeuner de midi, moi. Un Fritz est toujours prêt à faire la noce à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Profite donc du retard dans le travail, imposé par la défense officielle d'appareiller, pour sortir ton gala. Toute la boostify dehors et les paniers de champagne de Nelpas Pacha. Un Pacha, ami d'Enver le Magnifique, c'est bien faire les choses. Mais c'était entendu. Tout était entendu pour midi. Que la fête commence, va trouver le capitaine, à table, et vite. Le capitaine fait tout ce que je veux. Nelpas Pacha est assez riche pour cela. Et dès que ces messieurs auront bu, le reste ne traînera pas. Le champagne est bien travaillé, je t'assure. Descends-moi vite les armes. Il faut que nous soyons maîtres du bateau dans 1 heure. Offre-leur à boire à tous, gave-les. Dans 1 demi-heure, nous offrirons de la poudre à ceux qui n'auront pas assez bu. Et dans quelques heures, messieurs, nous serons à Arnhem. Bonsoir, voilà une dernière aventure qui me plaît. À une condition, mon vieux Vladimir. C'est qu'en même temps que tu nous descendras des armes, tu nous apporteras quelques bouteilles de champagne. Oh, j'ai une de ces soifs. Non! Ce champagne-là, il vaut mieux que tu n'en boives pas. On n'a certainement pas oublié la dépêche publiée par tous les journaux de l'Entente et expédiée du Havre le 14 janvier 1915. Elle relatait l'évasion extraordinaire d'un certain nombre de Liégeois qui s'étaient emparés d'un bâtiment et qui étaient parvenus à s'enfuir ainsi jusqu'en Hollande. Rouletabille a raconté plus tard qu'il avait été inspiré par cette dépêche-là dans le plan qu'il avait préparé avec Vladimir, et nous ne pouvons mieux faire que la reproduire ici textuellement. Le Havre, 14 janvier. On a raconté dernièrement l'audacieux coup des Belges qui, après avoir enivré des marins allemands, s'emparèrent de leurs bateaux et firent route vers la Hollande où ils arrivèrent sans encombre. Cette prouesse vient d'être renouvelée, mais dans des conditions extraordinaires d'audace. Elle a permis à 103 Liégeois, parmi lesquels quelques femmes et enfants, de quitter Liège nuitamment à bord d'un bateau réquisitionné par les Allemands, l'Atlas V, et d'aborder en Hollande. Cet Atlas V est un remorqueur, ancien bateau de guerre, d'une certaine force, acheté jadis à une puissance neutre. Il quitta Liège vers minuit, emporté par le violent courant de la Meuse que les inondations ont fait déborder. En cours de route, il rencontra bien des obstacles. Un pont de bois près de Vise, des câbles mis en travers du fleuve, mais il vint à bout de tout. Le pilote avait blindé sa cabine à l'aide de tôles d'acier prises dans la soute à charbon. Grâce à cela, il put braver les nombreux coups de fusil des sentinelles allemandes et le feu des mitrailleuses. Des canons furent même braqués sur ce bateau, mais ils ne l'atteignirent pas. Le voyage de Liège à Esden, en Hollande, se fit en 1 heure 3/4. Les voyageurs étaient couchés à fond de cale, aucun ne fut atteint. Ajoutons que ce bateau venait de coûter 3500 francs de réparation aux Allemands. Les choses se passèrent avec la même simplicité audacieuse à bord du Wesel. Au cours d'un déjeuner offert à l'état-major, à une partie de l'équipage et à une 50aine de passagers exceptionnels, 5 démons, armés jusqu'aux dents, surgirent dans le moment que le champagne coulait à flot et avaient déjà sur quelques-uns produit des effets somnifères tout à fait inattendus. L'état-major fut fait prisonnier et enfermé à fond de cale. Le reste n'offrit aucune résistance. Le maître de chauffe et les mécaniciens durent obéir sous peine de mort aux ordres qui leur furent donnés, et le Wesel, sortant de Duisbourg, eut bientôt atteint Rohrort, au confluent de la Ruhr et du Rhin. C'est là que les difficultés purent apparaître aux audacieux évadés, un moment invincible. Poursuivi par un remorqueur sur la dunette duquel on parvint à distinguer de nombreux officiers qui poussaient de véritables hurlements, Rouletabille et ses compagnons ne tardèrent pas à faire feu de toutes leurs armes. À ce remorqueur vinrent se joindre bientôt 2 chaloupes automobiles. Heureusement pour nos amis, un événement aussi extraordinaire que celui d'un cargo bravant les ordres officiels en pleine Allemagne dans une contrée éloignée des hostilités n'avait pas été prévu. On se trouvait désarmé devant tant d'audace. Il y avait bien des canonnières sur la Ruhr, aucune n'était en état de poursuivre. Elles étaient revenues là pour réparation. Les embarcations qui donnèrent la chasse au Wesel n'étaient pas armées. À l'abri derrière les bastingages et les sabords,
Rouletabille, Fulbert et le Polonais firent de nombreuses victimes, tandis que Lacandeur et Vladimir surveillaient, revolver en main, l'équipage prisonnier dans l'entrepont et les chauffeurs. Au nord de Ruhrort, la poursuite fut même abandonnée, mais Rouletabille pensa bien que ce n'était pas pour longtemps.